Donc, bienvenue à nos participants à ce webinaire qui fait partie des séries webinaires que XAPA maintient depuis plus d'un an, et là, qui est consacré aux questions de la finance durable qu'on va pouvoir animer. Juste avant, quelques petites précisions pratiques qui sont importantes pour tous nos participants. C'est toujours utile de savoir qui vous êtes, donc vous pouvez vous renommer, comme ça ensuite quand vous posez des questions, un certain nombre de choses, on sait qui vous êtes. Vous êtes par défaut tous en silencieux, ça permet de maximiser la qualité sonore de tous les participants. Vous avez la possibilité de pouvoir poser des questions par la fonction de chat que nous utilisons. Et enfin, un point important, c'est que nous mettons tous ces contenus dans le cadre de nos missions d'intérêt général en disposition sur nos sites internet. Donc, vous pouvez les partager. Et puis, si vous souhaitez réagir sur les médias sociaux, n'hésitez pas de flaguer @xapa.org, ce qui permet aux différents participants de pouvoir suivre la discussion. Sur le dernier quart d'heure, il y aura un court sondage qui sera proposé avec 3 questions. Merci d'y répondre, ça nous permet de pouvoir nous assurer de la bonne qualité de nos contenus et puis de pouvoir les améliorer dans la durée. On va rentrer dans le vif du sujet, tendances, enjeux émergents et bonnes pratiques de la finance durable. On est sur une thématique qui est une thématique qui est essentielle dans nos activités chez XAPA. Donc moi, je me présente, je suis Farid Bada, je vais avoir la responsabilité de modérer cette session aujourd'hui. Et c'est une thématique qui nous est chère puisque je vais vous présenter brièvement ce que nous sommes. XAPA, on est organisé en entreprise à mission. On a une entreprise pionnière avec une mission qui est très importante et simple, en fait, quelque part, c'est de participer à l'accélération des transformations du milieu des entreprises et de l'investissement sur les questions de durabilité. Donc, notre proposition de valeur est structurée autour de notre capacité aujourd'hui à rassembler des compétences en ESG. Donc, pour me présenter brièvement, moi, ça fait plus de 20-25 ans que je travaille dedans, donc j'ai une très bonne connaissance des univers d'investissement dans lesquels j'ai beaucoup travaillé avec pas mal d'investisseurs aussi sur ces questions de ESG, donc les standards, les attentes de société civile, de parties prenantes, les enjeux politiques. J'ai participé à des COP et j'ai fait toutes sortes de choses comme ça. Mais également, notre triple proposition de valeur s'appuie sur notre capacité à avoir une très forte expertise financière dans la structuration, dans la compréhension, dans la gestion d'actifs, et à structurer une forte capacité et compétences digitales. Tous ces univers étant de plus en plus digitalisés, où les lignes, et quand on veut réfléchir sur des programmes, on a besoin de pouvoir activer en fait cette réalité-là opérationnelle. Comment nous fonctionnons chez XAPA? C'est assez simple. À la fois, on a une activité de conseil. On sait, par exemple, mettre en place une stratégie ESG, mettre à jour et définir des indicateurs d'impact, mettre à jour des politiques sectorielles et puis déployer en fait des programmes dans lesquels on essaye de bien comprendre comment travailler sur l'univers d'investissement, comprendre, faire de l'engagement de parties prenantes sur un certain nombre d'enjeux aussi associés à ça. On structure et on déploie des fonds qui permettent de faire travailler nos écosystèmes d'entreprises et d'investisseurs sur des programmes permettant de déployer des solutions de transition énergétique, d'économie circulaire, d'accès à de la formation à grande échelle sur des questions d'économie plus inclusive. Donc, on déploie des programmes de ce type-là. Et à cet effet, nous travaillons avec une plateforme qui est basée, en l'occurrence, moi je suis basé à Paris, mais on a un gros réseau d'expertise basé un petit peu partout dans le monde et des partenaires stratégiques qui nous accompagnent sur des questions, par exemple, fiscales, comptables, et qui permettent que quand on est en situation de pouvoir intervenir en structuration, par exemple, d'un bond, on est capable de pouvoir avoir une véritable expertise locale et globale en même temps. Nous avons également, en tant qu'entreprise à mission, une forte activité de plaidoyer qui sont toutes disponibles sur notre site internet xapa.org dans la section publications. Juste quelques exemples qui vous sont apportés ici. Un rapport assez structurant qui a eu un excellent écho dans notre écosystème. Towards 2030, qui dessine un petit peu les perspectives et les thématiques qu'on va beaucoup aborder dans le cadre de notre webinaire aujourd'hui. Principales qui sont des vrais sujets sur la manière dont on peut innover dans les outils financiers, les outils digitaux pour accélérer les transformations.
dans un monde d'une décennie qu'on appelle communément la décennie de l'action, et le contexte du Covid vient encore plus renforcer cette importance, à accélérer sur les transitions énergétiques, sur les questions d'inclusion sociale notamment. On produit régulièrement des blogs, alors après des thématiques un peu plus spécifiques, mais par exemple un blog qu'on a pu produire avec notre réseau et notamment des personnes travaillant sur la recherche au Harvard Belfer Center sur le venture capital et la manière dont le rôle assez spécifique de ces instruments-là peut factoriser un certain nombre d'enjeux extra-financiers dans leur définition et leur développement, mais également, par exemple, sur la manière dont on peut déployer des thématiques ESG à l'échelle de portefeuille. On a comme ça un certain nombre de blogs qui sont partagés, et puis ce webinaire s'inscrit dans une série de webinaires dont vous pouvez d'ores et déjà prendre date sur des prochains événements similaires qui seront prévus dans les prochains mois, sur tout ce qui est enjeux, méthodologie, bonnes pratiques de stress test climatique, qui aura lieu en mai, et puis du coup en septembre, concernant l'impact ESG de l'univers coté. Donc je vous invite, toutes ces ressources-là sont disponibles sur le site internet, n'hésitez pas à vous en servir. Je vais transférer du coup, dans l'animation du webinaire, la parole à Raphaël Arin, qui travaille également chez Xapa, pour permettre d'introduire un petit peu le sujet sur le concept de la finance durable, et puis vous permettre un peu à tous de partager un peu la même vision, réduire toute asymétrie d'information sur le concept, quelques chiffres, comment, pour nous, quels sont aujourd'hui les grands sujets qui permettront ensuite à nos intervenants, que nous remercions chaleureusement pour leur participation et contribution, de pouvoir partager leur regard avec, on essaiera d'avoir des perspectives tournées autour évidemment de la question climatique qui est essentielle, mais pas seulement, car nous sommes en bonne position pour savoir que, ne serait-ce que dans un concept de transition juste, la question climatique doit être portée ou associée aussi, équilibrée avec un volet social désormais devenu indispensable. Raphaël Arin, Panorama de la finance durable. Bonjour à tous et à tous. Je suis directeur général de Xapa et dans le double ADN Sustainability et Finance de Xapa, dont Farid vous a fait part à l'instant, je porte plutôt l'expertise financière avec un passé d'investisseur et d'asset manager qui m'a conduit à travailler beaucoup sur des fonds d'investissement immobiliers, mais aussi sur d'autres classes d'actifs et notamment des structurations plutôt à caractère international, de solutions d'investissement, modélisation financière, analyse financière, et qui m'a conduit à beaucoup m'intéresser ensuite aux éléments de finance durable et notamment dans mes attributions chez Xapa, à intervenir sur porter l'expertise sur la finance durable en conseil, mais également apporter cette expertise sur des conceptions et mise en œuvre de schémas d'investissement à impact, sur la formation de petits agriculteurs qui interviennent dans des chaînes d'approvisionnement de matières premières fragmentées dans les pays en développement, par exemple, ou sur la conception de schémas de financement, de la transition énergétique au niveau de chaînes de valeur industrielle, par exemple. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. En tout cas, j'en profite également pour saluer nos intervenants, Mac et Étienne Barrel, qui nous feront le plaisir de venir partager leur point de vue et expertise un peu plus tard dans la présentation et dans le webinaire. Allons-y. D'abord, une très brève représentation de la classification qu'on pourrait imaginer dans la finance durable, avec un axe horizontal qui représente à gauche, disons, la question de la performance extra-financière et notamment qui permet une meilleure appréhension des risques extra-financiers, qui, soit dit en passant, ne sont extra-financiers qu'un temps, et qui, par nature, sont amenés à avoir des conséquences financières à un moment ou à un autre. Et puis, sur la partie droite, tout ce qui est de la contribution positive. Donc, c'est l'univers de la finance solidaire, c'est l'univers des entreprises à mission, c'est l'univers de la finance à impact, de l'impact investing, des obligations vertes, etc., durables. C'est-à-dire, c'est les produits ou les dispositifs d'investissement qui, par nature, ont vocation à
au-delà d'une performance économique, apporter une contribution positive à la résolution de problématiques, d'enjeux environnementaux et sociaux. Donc, on va, dans la première partie du webinaire, s'intéresser, disons, au coin en bas à gauche sur les fonds durables, les fonds, disons, drivés par nature par l'ESG et à l'ISR, investissement socialement responsable, généralement plutôt labellisé. Et puis, avec Étienne, on pourra évoquer toutes les questions de transition climatique sur l'ensemble du spectre. Et avec Maha, en particulier, on s'intéressera au coin en bas à droite de la finance à impact et de comment est-ce que les enjeux environnementaux et sociaux peuvent être adressés de ce point de vue-là. Alors, un bref état des lieux sur les fonds durables. Quand on dit fonds durables, on parle des fonds cotés durables qui aujourd'hui sont en augmentation de plus de 29% par rapport à l'année dernière. La question de la définition de ce que sont les fonds durables est évidemment matière à caution et totalement arbitraire. On peut comparer ce montant-là avec une estimation de 30 000 milliards de dollars qui a été établie en 2018. Quand on parle du coup de fonds durables dans ce slide, on parle d'une définition relativement restrictive, notamment qui n'intègre pas tout ce qui est exclusion sur des thématiques comme le tabac ou les armes, tant que ça n'intègre pas une réelle volonté d'intégrer la sustainabilité, la durabilité au sein même de la stratégie d'investissement. Donc, c'est l'Europe qui tire vraiment ce marché-là, des fonds durables, avec le seuil des 1100 milliards qui ont été dépassés, et ça représente à peu près 80% des actifs mondiaux en la matière. Aux États-Unis, ça progresse énormément également, mais avec quand même des dimensions qui sont pour l'instant encore relativement peu comparables. Une chose notable, c'est que dans la gestion active, on reviendra un peu plus tard sur la notion de gestion passive, la collecte nette ESG est positive, alors que sur le marché, il y a une décroissance très significative des montants des actifs sous gestion en gestion active, puisqu'il y a un déplacement vers la gestion passive, ce qui montre l'attrait que les investissements ESG peuvent porter, les investissements durables peuvent représenter. Et c'est un mouvement qui est appelé à se s'amplifier sur les années qui viennent. En tout cas, nous, c'est notre sentiment. Et puis, un petit mot sur le label ISR qui a quelques années, depuis 2016, et qui a une croissance tout à fait remarquable, avec un attrait, pas seulement en France, mais puisqu'il y a à peu près 30% des encours qui sont représentés par des sociétés de gestion non françaises, dont une partie d'ailleurs significative hors zone euro. Et puis, pour dire qu'on a encore du progrès à faire en matière de finances durables, même dans l'ISR, 25% des gérants de fonds sont des femmes, et moins de 20% en France d'ailleurs. Donc, voilà, comme quoi il faut progresser sur tous les niveaux. Alors, pourquoi est-ce que cet état des lieux fait état d'une augmentation de 25 à 30% de ces encours, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Asie? C'est pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il y a une attente très significative des investisseurs privés ou institutionnels sur ces enjeux-là, et pour de bonnes raisons, des raisons certainement d'investissement responsable, mais également de surperformance. Pas seulement dans les périodes de turbulence, où là, on a pu voir pendant la crise du Covid que les sociétés qui performaient, qui étaient les entreprises qui avaient des bonnes performances ESG, étaient largement plus résilientes en matière de résistance, de stabilité des cours que les entreprises qui étaient mauvaises de ce point de vue-là, à bilan comparable, hein. Mais également, on a une surperformance sur le long terme qui a été démontrée par de nombreuses études qui sont assez faciles à retrouver, de la finance durable, dite durable, et notamment des entreprises qui performent d'un point de vue ESG. Et ça conduit d'une certaine manière à une refonte du couple rendement-risque, qui est relativement importante à prendre en compte, parce que dans le contexte monétaire qui est le nôtre,
on a une tendance à la hausse naturelle des valorisations d'actifs en raison du contexte de taux d'intérêt. Et par conséquent, le fait d'avoir une bonne gestion de la maîtrise des risques ESG, mais également de pouvoir faire usage des leviers de création de valeur que peuvent représenter le fait d'avoir un impact positif, c'est également une protection de la légitimité, de l'acceptabilité des activités économiques, mais également de la valorisation des actifs qui sont sous gestion. Ça peut se traduire par cette meilleure performance liée à la durabilité, par une forme de convergence avec une vision long terme de l'investissement ou des activités de l'entreprise. Et quand on a une vision long terme, forcément, il y a une meilleure maîtrise des risques qui sont non visibles dans les comptes, mais également une plus grande propension à être en cohérence avec les attentes des évolutions sociétales et donc d'être plus, non seulement meilleur dans la maîtrise des risques, mais également meilleur dans la bonne adhésion avec les évolutions sociétales. Donc, dans la logique de cette contrôle de la volatilité ou cette meilleure maîtrise de la volatilité à finalement peu de frais, un exemple très significatif, c'est celui de la dette corporate. On a pu avoir des études il y a quelques années qui démontraient que bilan comparable, on avait un écart entre les bons et les mauvais élèves de ESG à bilan comparable de l'ordre de 30 points de base, 0,30% de la dette corporate émise, donc dette obligataire ou bancaire. Des sources un peu plus récentes font état de 60 points de base, 0,6% d'écart entre les meilleures et les moins bonnes performances. Et une bonne démonstration de cette estimation-là, c'est tout ce qui est Sustainability Linked Loans et Linked Bonds, c'est-à-dire des instruments de dette qui sont liés à la performance ESG de l'entreprise. Donc, ça ne veut pas dire que ce sont des prêts qui ont vocation à être investis dans des projets verts ou sociaux, mais que directement, lorsque l'entreprise émettrice et progresse sur le chemin de l'intégration de la durabilité dans ses activités, elle a un coût de la dette qui est évolutif et du coup dégressif. Donc on avait mentionné dans notre rapport il y a un an Towards 2030 les Sustainability Linked Bonds, le premier qui avait été émis par Enel. Et depuis, ça a fait des petits et on voit un marché assez croissant sur ce thème qui est bien représentatif de l'appréciation du risque, de l'impact en tout cas de la performance ESG sur l'appréciation du risque, en particulier sur la dette et évidemment a fortiori sur les aspects de fonds propres et d'equity. Et ça, c'est des instruments qui sont intéressants parce que ça permet d'accompagner l'économie en transition et pas seulement d'être centré sur des actifs AAA. Un petit détour également par la question des stratégies ESG et de la gestion passive. Aujourd'hui, en particulier aux États-Unis, c'est un peu moins le cas en Europe, mais c'est quand même le cas, les fonds de gestion passive tirent un peu plus leur épingle du jeu sur cette croissance de l'univers ESG que les fonds de gestion active. Alors, c'est de la gestion indicielle, qui a beaucoup démontré sa pertinence et sa meilleure performance sur le long terme que la gestion active. Alors, c'est une chose de le faire sur des indices boursiers, c'est un peu différent quand même de le faire sur des actifs dits ESG, parce que ça s'appuie notamment sur des notations d'agences extra-financières qui, on le sait, sont décorrélées entre elles. Quand vous prenez les trois principales agences de notation financière, Standard & Poor's, Fitch, Moody's, etc., la corrélation entre leurs notes est très proche de 100%, ou en tout cas au-delà de 95%. Ce n'est pas du tout le cas pour les agences de notation extra-financière. Et donc, en se basant sur des ETF ESG, on peut se demander si, dans une certaine mesure, il n'y a pas une délégation induite aux agences de notation ESG sur la répartition des portefeuilles. Et alors aujourd'hui, ça ne se voit pas beaucoup parce qu'on est sur un trend où l'ESG est très, très performant. Mais demain, ça pose quand même question sur
sur la bonne compréhension des data et des processus d'investissement au sein de ces fonds de gestion passive. Sur les enjeux émergents, il y en a un très significatif qui est celui de la convergence de l'information extra-financière ou de l'information de durabilité ou de soutenabilité en matière financière. Et en particulier, alors, il y a, disons, deux mouvements. Il y a un mouvement réglementaire et un mouvement de reporting volontaire. Le reporting volontaire, on ne va pas forcément s'appesantir dessus parce que de toute façon, probablement que l'aspect de reporting volontaire sera assez rapidement, disons, recadré par tout ce qui est réglementaire. Et donc, on peut mentionner le NGFS, qui est la réunion des banques centrales qui a très significativement rassemblé les banques centrales et dont la Fed récemment, après l'élection de l'administration Biden, et qui travaille en particulier sur toutes les notions de stress test climatique, de questions de politique d'allocation et de rachat d'actifs par les banques centrales, demain probablement d'octroi de liquidité aux banques en fonction de la durabilité de leur bilan. Et donc, on peut aussi mentionner la plateforme internationale sur la finance responsable pour tout ce qui est autorité de régulation. Et puis également la TCFD qui permet, et on en parlera certainement avec Étienne, d'avoir un reporting climatique beaucoup plus normalisé et normé et qui est en train de devenir un standard de marché et y compris un standard réglementaire. Donc après, côté reporting volontaire, on pourra certainement mentionner la fusion entre SASB et IRC, le fait que le World Economic Forum a également émis une initiative permettant sur une vingtaine d'indicateurs d'avoir quand même une forme de convergence entre les différents standards et les différents indicateurs de reporting entre les sociétés, quel que soit le secteur. Mais on se dirige probablement vers un triple niveau de reporting, un reporting avec des indicateurs environnementaux et sociaux qui sont communs à l'ensemble des secteurs, et puis un deuxième niveau de reporting qui sera plus sectoriel, et un troisième niveau qui sera peut-être plus lié à l'activité propre de l'entreprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se dirige vers une information extra-financière, dite extra-financière, de plus en plus holistique et qui représente à la fois le risque social et environnemental porté dans les activités des entreprises, comme le risque social et environnemental que les activités des entreprises font porter à la société et à l'environnement. Alors peut-être un petit zoom sur la question de l'évolution de la réglementation européenne, en particulier le plan de finances durables européen, qui permettra certainement la réalisation des objectifs de Green Deal. Il y a une forme de course entre les États-Unis et l'Europe sur ces sujets-là, parce que l'administration Biden va probablement bouger assez vite. Nous, on a quand même, au niveau de l'Union européenne, un plan de finances durables qui a plusieurs dimensions, qui est en cours, mais dont on sait que entre les consultations, l'adoption progressive, le fait de s'organiser progressivement pour que ce soit mis en œuvre, on peut imaginer que ce soit à peu près en 2023 que tout sera aligné. Et donc, ça intègre à la fois des indices et des benchmarks, des indices boursiers, disons, en ligne avec les accords de Paris ou la transition climatique. Donc, ça, c'est relativement avancé. Il y a des actes délégués qui sont déjà parus. Sur la SFDR, donc la reporting, la directive disclosure, qui concerne les obligations d'information et de reporting des acteurs financiers à destination des investisseurs. On attend une mise en œuvre progressive qui va aller de mars 2021 à juin 2023, voire 2024 pour sa mise en œuvre complète. Mais en tout cas, on a déjà eu des retours de l'IBA, de l'EIOPA, ESMA, etc., qui ont permis de qualifier un peu plus précisément ces actifs-là. Sur la NFRD, donc c'est la directive de reporting extra-financier qui ne concerne pas que les acteurs
financiers, mais également l'ensemble des entreprises. Là, on a sur cette dimension-là un rapport de l'EFRAG qui est paru début 2021. Et sur la taxonomie, là, ça a pris un peu de retard parce que globalement, premièrement, il y a eu plus de 50 000 retours sur la consultation publique de l'Union européenne faite fin 2020, dont CAPA d'ailleurs. Et puis, par ailleurs, il y a aujourd'hui une grande question sur le fait de savoir si la taxonomie doit permettre de qualifier uniquement les activités vertes ou si on doit ajouter une dimension de transition ou de qualification d'économie en transition. Et c'est là où je pense que le retour d'Étienne nous sera fort utile pour essayer de discerner ce qui est important ou pas en matière climatique. Est-ce que ça veut dire, Raphaël, que c'est à moi de dire un mot pour me lancer, ou est-ce qu'on attend s'il y a quelques questions tout de suite? Non, mais je pense que c'est pas mal si Étienne, vous présentez, et puis après, on pourra échanger. Donc, j'ai la chance d'être depuis quelques mois directeur général délégué de la Fédération bancaire française, où je suis un certain nombre de questions, que ce soit la banque d'investissement de marché, les questions prudentielles, réglementaires, les questions internationales, et aussi les questions climatiques, parce que depuis un peu plus d'un an, la Fédération bancaire française, qui est l'organe de représentation de l'ensemble des banques en France, s'est saisie de cette question climatique. Et les banques ont décidé qu'elles souhaitaient mettre en commun leur action, pour une part, en matière de ESG, et elles ont choisi de commencer par ces questions climatiques. Donc, c'est un sujet, je pense, sur lesquels les banques françaises ont des choses à dire et surtout à faire. Très bien. Farid, prendre la parole juste de XAPA pour une petite question. C'est pour bien comprendre comment l'univers, donc la communauté que vous représentez, appréhende en fait les scénarios qui sont portés par le PACTA, la mobilisation qui est portée par les Science-Based Targets. Juste un peu comprendre un petit peu la température autour de ces initiatives qui sont importantes. Alors, la température est un mot bien choisi pour vérifier que les banques font partie comme il faut de l'accord de Paris. En fait, nous estimons qu'à ce stade, il y a un point très important, c'est d'abord qu'il y a de nombreuses initiatives réglementaires et en même temps des initiatives plus scientifiques qui sont un peu de la recherche-développement, si je peux dire. Le réglementaire, c'est essentiel parce que les banques sont habituées à travailler dans ce cadre et c'est ce qui leur permet de se projeter sur le long terme et de voir quelles sont les bornes dans lesquelles elles doivent inscrire leur action. Et donc, toutes les initiatives réglementaires, et tout à l'heure, Raphaël citait la taxonomie, sont des choses très importantes parce que c'est ce qui va figer pour les années qui viennent ce que nous devons obligatoirement intégrer parce que c'est un élément des lois pour nous, si je puis dire, qui s'applique à l'action des banques. En même temps, il y a un foisonnement d'initiatives, et vous citiez PACTA ou Science-Based Target, qui essayent d'avoir des indicateurs les plus pertinents possibles pour mesurer l'impact de ce que font les banques ou de ce que font d'autres secteurs économiques pour assurer ce respect des accords de Paris et donc de travailler pour que l'économie soit moins carbonée. Pour l'instant, on n'arrive pas encore à voir la convergence entre ces indicateurs et entre les méthodologies. Et on pense que c'est un enjeu essentiel parce que arriver à converger rapidement vers une méthodologie, c'est assurer en fait la puissance
l'efficacité, la rapidité de la mise en œuvre des programmes de l'ensemble du secteur financier et qui lui-même est là pour aider l'ensemble de l'économie à devenir plus verte. Donc, on œuvre, et c'est d'ailleurs dans le programme de la Fédération bancaire cette année, pour que les banques voient si elles peuvent se mettre d'accord sur une méthodologie commune qui permettrait d'être communiquée à l'ensemble de nos clients, à nos contreparties, en disant voilà, c'est avec cette méthodologie, nous allons nous assurer que nous allons bien respecter l'accord de Paris parce qu'on s'est engagé dessus. Donc, c'est une question à la fois de cohérence et de calendrier qui nous anime là, Farid. Très bien. Juste pour complexifier encore un petit peu la discussion, je propose d'avancer un petit peu sur des considérations hors climatiques. Et en fait, bien comprendre, juste dans un premier temps, l'équilibre qui se structure entre élargissement des politiques d'exclusion et l'accompagnement de la transition climatique des acteurs bancaires. Juste bien comprendre un petit peu pour vous. C'est vrai que c'est une balance qui est subtile à trouver et qui est importante. Les ONG avec qui on discute beaucoup, parce qu'on a les mêmes objectifs avec les ONG, c'est d'arriver à faire en sorte que l'économie soit moins carbonée, nous pousse, dans certains cas, à développer des politiques d'exclusion. Et on a dit que dans certains cas, ça nous semblait adapté. Je prends un exemple, le charbon. Toutes les banques françaises ont dit qu'elles arrêtaient de financer des capacités supplémentaires en charbon, que d'ici 2030, dans tous les pays de l'OCDE, elles allaient arrêter tous leurs prêts au charbon et 2040 dans le reste du monde. Et pour être sûr de rendre ça très opérationnel, on a calculé l'ensemble des prêts de toutes les banques françaises pour le secteur du charbon. Et au 31 décembre et à fin octobre, puisqu'on a publié pour le Climate Finance Day, c'était en gros 2,3 milliards d'euros, ce qui fait 0,18% de leur portefeuille. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais l'objectif, c'est que le pas beaucoup devienne rien du tout. Et donc, ça, c'est une politique d'exclusion. On pense qu'il ne faut pas multiplier ces politiques d'exclusion parce que notre objectif, ce n'est pas de dire il y a des secteurs qu'il faut fermer. Notre objectif, c'est de dire il faut que l'ensemble de l'économie aille vers une économie plus verte. Donc, ce n'est pas être dans l'exclusion, mais c'est dans l'inclusion et dans la transition. Et tout à l'heure, on parlait du fait que la Commission européenne avait travaillé sur la taxonomie. Elle a estimé, à la fin de son processus, que le financement de la transition devait être intégré dans cette taxonomie. Donc, c'est important de se dire qu'on est beaucoup plus efficace si on dit nous, banques, notre rôle n'est pas d'empêcher des entreprises d'être financées, sauf si elles n'ont aucun plan de transition crédible et qu'elles ne peuvent pas changer. Typiquement, c'est le charbon. En revanche, notre rôle, c'est de faire en sorte que tout le reste de l'économie réussisse sa transition et arrive à produire selon des méthodes moins carbonées. Et donc, c'est ça qui nous semble l'essentiel de la balance. Donc, dans la recette, c'est une toute petite dose de taxonomie brune et une dose significative de taxonomie verte et une énorme dose de financement de la transition pour que l'ensemble de l'économie puisse passer vers une production moins carbonée. Alors, une question associée au rôle que pourrait jouer la Banque centrale européenne dans cette dynamique-là, notamment, alors un peu peut-être à la lumière aussi des discussions la dette Covid, c'est un petit peu ce rôle d'achat d'actifs considérés comme carbonés dans la décennie à venir. Est-ce qu'il y a une chose? Nous, en tant que… Voilà. On est très modeste. Nous, on n'a pas de conseil à donner à la Banque centrale européenne. C'est notre superviseur, donc on lui parle respectueusement. Mais là où vous avez un point important, c'est que la Banque centrale européenne
lancer une revue de sa politique pour intégrer cette dimension de transition climatique et de verdissement, si je puis dire, de sa politique. Pour moi, il y a plusieurs points là-dessus. Il y a un premier point qui est ces programmes d'achat. Est-ce que j'achète un peu plus de manière dynamique des obligations vertes, des sustainability linked bonds, loans, etc. Ça, c'est un premier point, mais qui est pour moi pas le plus majeur. Le deuxième point qui, lui, est très important, c'est la manière dont elle exerce sa supervision pour l'ensemble des banques commerciales. Et lorsqu'elle dit « je vais faire des stress tests climatiques », ce qu'elle a lancé en 2021, et donc de dire « vous, banques, si jamais le climat se dérègle, qu'est-ce que ça veut dire sur votre bilan? Est-ce que votre bilan résiste ou pas? Et donc, est-ce que vous financez que des choses très carbonées et donc vous êtes encore plus impacté si le climat se dérègle ou pas? Et donc ça, je pense que c'est une contribution très importante pour nous donner un cadre qui va permettre d'accélérer cette transition. Merci, c'est très clair. On va avancer dans quelques considérations complémentaires pour élargir la réflexion climat à des considérations. Peut-être que la jonction se fait aussi sur les questions de transition juste et d'acceptabilité sociale. En tout cas, d'un agenda, je dirais, politique qui justifie dans le concept de finance durable de se poser aussi un certain nombre de questions sur d'autres sujets qui viennent complexité encore la prise en compte de la question climatique, avec des nouveaux thèmes d'investissement. Alors peut-être, Raphaël, un mot autour de ces autres thèmes qui viennent étoffer la palette et la jungle face à laquelle fait face le décideur. Oui, tout à fait. Pardon, moi je pense qu'il faut plutôt dire étoffer, complexifier, parce que je pense que là, et je me permets d'intervenir, c'est un sujet complexe, mais c'est surtout un sujet où il y a un foisonnement des initiatives. Et donc, moi, je prends ça très positivement en disant que ça montre l'envie de tous les acteurs de faire partie de la solution. Et donc, oui, l'effet secondaire, c'est que parfois, c'est un peu touffu et un peu jungleux, mais c'est surtout très dynamique et moi, c'est ce point positif que je retiens. Oui, oui. Alors, juste deux, trois petites remarques de jonction et en total accord avec vos remarques. Il y a des études qui montrent que, par exemple, quand on s'intéresse aux questions d'eau, on a une bonne prise en compte de questions climatiques, mais que l'inverse n'est pas forcément vrai. Et puis, quand je utilisais tout à l'heure la terminologie de transition juste, on se rend compte que tout schéma d'investissement sur, par exemple, de la transition énergétique qui ne factorise pas suffisamment les questions d'acceptation sociale est voué à des résistances et donc fondamentalement à des chiffres sur papier qui ne peuvent pas forcément s'inscrire dans le réel. Donc effectivement, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont des considérations qui viennent renforcer effectivement plutôt la bonne prise en compte des enjeux. Et puis juste une toute petite remarque de contenu additionnel. Vous avez évoqué le concept de stress test climatique. Je voulais juste mentionner pour nos participants qu'on a un briefing paper aussi un peu là-dessus qui permet de pouvoir bien comprendre ce qu'ont été les attentes, qui ont été prises en compte, et puis un peu les implications que ça peut avoir pour des investisseurs et des décideurs financiers. Raphaël, peut-être juste un point rapide sur ces thèmes d'investissement qui permettront ensuite de permettre à Marc Keraman de réagir. Oui, tout à fait. Alors effectivement, le climat est en haut de la pile des enjeux environnementaux et sociaux aujourd'hui, qu'il s'agisse des investisseurs, des régulateurs, des décideurs politiques ou même de l'ensemble de la population. On sait que les risques liés à la biodiversité sont probablement assez peu pris en compte. Il y a une étude dans Responsible Investor qui est parue hier qui mentionnait le fait que plus de 50% des investisseurs s'attendaient à ce que ce soit un enjeu majeur en 2030, mais que dans le même temps, plus des 3/4 n'ont jamais établi d'évaluation de l'impact de la biodiversité sur leur portefeuille. Et c'est, encore une fois, dans une logique de double matérialité, à la fois les risques
que mes activités, celles dans lesquelles j'investis ou celles que porte mon entreprise sur la biodiversité, et inversement, mon exposition à la possible déplétion de la biodiversité dans les activités dans lesquelles j'investis. Donc ça, c'est un aspect. Évidemment, on pourrait aussi parler de l'eau, mais en tout cas, ce qui nous semblait très important, c'était de mentionner toute la dimension sociale. Pendant assez longtemps, les obligations sociales étaient un peu le parent pauvre, ce serait pas forcément le bon terme en l'occurrence, mais en tout cas assez en retrait par rapport aux obligations vertes et un marché qui avait énormément cru de ce point de vue-là. Les obligations sociales, avec notamment la pandémie, ont connu une année 2020 assez significative. Et même si une bonne partie sont sur des reportings ou des modes d'appréciation d'impact social relativement qualitatifs et difficiles à démontrer, en tout cas, il y a quand même un mouvement qui est appelé à se poursuivre, mais qu'il va falloir fortement organiser pour le rendre plus lisible. Et d'un point de vue investissement, la dimension sociale, et la crise du Covid l'a démontré, un facteur de résilience. Et quand on dit dimension sociale, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire les droits humains, ça veut dire la façon dont les équipes sont gérées, traitées, les questions de genre, de diversité, les questions de formation, de santé. Donc, il y a beaucoup de dimensions, la question de l'équilibre des chaînes de valeur et des supply chains, pour alimenter cette réflexion de ce que veut dire un investissement socialement performant ou socialement responsable. Et puis, avant de laisser la parole à Maha, un bref détour par l'impact. On n'en a pas beaucoup parlé là sur toute la première partie, mais c'est pour nous la nouvelle frontière de l'investissement durable et le fait en résonance avec ce grand débat de shareholders contre actionnaires vs parties prenantes dans l'activité des entreprises, c'est la déclinaison au milieu de l'investissement de la finance à impact et de la prise en compte de la contribution positive au cœur des activités, par nature un peu. Et on peut mentionner la multiplication par 10 en quelques années des actifs sous gestion de l'impact investment, selon l'organisme qui fait référence en la matière, le GIN. Et voilà, un des grands enjeux, et on en parlera dans un autre webinaire en cours d'année, c'est le fait de faire passer cette notion d'impact avec l'intentionnalité, l'additionnalité, la mesurabilité qui est nécessaire à des dimensions qui ne soient pas sur des entreprises ou des projets à impact, mais beaucoup plus larges, notamment sur l'univers coté. Voilà. Maha, c'est à toi. Est-ce que tu peux te présenter à nous et nous expliquer un peu ton parcours et tes fonctions? Oui, bonjour à tous. Donc oui, je suis Maha Keraman, je travaille dans le département de la RSE Group chez BNP Paribas et plus spécifiquement sur les thématiques d'entrepreneuriat social, de microfinance, d'innovation financière au service de l'impact social, de mesures, des méthodologies de mesure d'impact. Ce qui en fait est assez large comme champ, mais qui démontre bien en fait tout l'enjeu de mieux accompagner les entreprises sociales, de mieux les comprendre et d'être en capacité effectivement de leur proposer des produits et services qui soient adaptés à leur développement et qui prennent en compte leur ADN, qui est avant tout le fait de générer un impact. Très bien, Farid, là, qui prend un peu la parole, juste pour bien comprendre par rapport à tout ce qu'on vient de dire, peut-être une réaction, et puis on a quelques questions qui sont proposées et qui s'affichent, mais c'est intéressant d'avoir ta perspective sur des outils, on va dire, financiers un peu innovants, qui permettent de bien factoriser ou prendre en compte en fait une réflexion d'impact social dans une réflexion d'investissement, un projet de financement. C'est pour ça qu'on parlait par exemple de l'exemple de la blended finance qui permet d'essayer de réduire finalement, ou en tout cas de démultiplier les sécurités pour prendre du risque au final, à mon sens en tout cas. Comment cet univers-là se développe et
comment cet univers-là vient aussi se cohabiter avec la discussion qu'on a eue juste avant autour des questions climatiques. Alors, en fait, c'est complémentaire dans le sens où moi, j'ai tendance à dire que le spectre de ce qu'on appelle la RSE, en fait, il va effectivement diminuer les impacts négatifs à générer le plus possible d'impacts positifs et qu'on se situe dans ce spectre-là. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la finance à impact, l'impact investing, effectivement, il y a de la blended finance au milieu. C'est pas encore très normé, comme vous pouvez le voir. Moi, parfois, j'envie en fait le côté réglementaire, avec des normes, des standards, comme a pu accomplir l'ESG. L'ISR, etc. Parce que finalement, à la fois, c'est effectivement, ça peut être vécu comme une contrainte, une rigidité, mais c'est aussi ce qui permet à ce domaine de plus se structurer et puis d'aller de l'avant, là où aujourd'hui, d'un point de vue impact pur, donc impact investing, finance à impact, on est encore dans le flou. Donc voilà, il y a plusieurs termes qui le définissent. Il y a des concepts généraux, mais on n'a pas encore un cadre très normé, très standardisé. Là, je voyais vos chiffres. Voilà, en fonction de là où on prend les chiffres, ils vont être complètement différents. Donc, c'est assez. Voilà, il y a un foisonnement. Donc, ça, c'est le côté très positif. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller sur l'impact. Pour autant, c'est, à mon sens, il faut encore bien le structurer aussi pour ne pas dévoyer cette notion, parce qu'aujourd'hui, l'impact est une notion qui est très à la mode, qui est très tendance. Tout le monde a envie de parler d'impact, tout le monde a envie de dire qu'il fait de l'impact. Et aujourd'hui, c'est une notion qui, si elle n'est pas mieux définie, mieux normée, auditée, mesurée, va finir par être dévoyée. Et donc, tous les washing là, dont vous parliez, que ce soit les green, les social, les SDG, les impact washing, enfin voilà, on va arriver à un impact washing aussi. Et moi, c'est un peu l'enjeu que je vois aujourd'hui, c'est comment on essaye de structurer ce foisonnement, au même titre qu'on l'a fait effectivement ou qu'on est en train encore de le faire sur la partie ESG. Pour autant, il existe effectivement plein d'outils qui sont intéressants peut-être ici à mentionner. Donc, la blended finance, c'est un thème un peu large pour définir effectivement tout type de financement un peu mixte qu'on peut mettre au service de la génération d'un impact positif. L'impact investing, c'est le fait du coup d'investir spécifiquement dans des produits et services à impact ou dans des entreprises qui ont pour ADN et mission principale souvent de générer de l'impact, ou les impact bonds, qui est un produit un peu hybride qui permet effectivement de financer la prévention et l'expérimentation d'innovations sociétales qui peuvent être portées par des structures de type associatif ou entrepreneuriat social, grosses ONG qui ont du coup des velléités d'expérimenter un programme d'innovation avec une mesure très stricte de ce que le programme va permettre de générer comme impact, puisque c'est mesuré par un évaluateur indépendant qui va effectivement chaque année dire les résultats ont été atteints ou les résultats n'ont pas été atteints. Et pourquoi cette mesure? Parce que le système est simple, c'est qu'on a des investisseurs privés qui vont venir investir dans l'ONG pour lui permettre de développer son programme. Sous réserve d'atteinte de résultats, on va avoir une autorité publique ou une banque multilatérale qui va venir rembourser les investisseurs. Donc, c'est une sorte de capital risque social dans lequel l'association ou l'ONG ne prend pas de risque financier, puisque ce n'est pas à eux de rembourser les investisseurs. Les investisseurs prennent le risque de l'échec de l'expérimentation, donc c'est vraiment de la R&D et de l'innovation. En revanche, lorsque les résultats sont atteints,
et c'est mesuré par un évaluateur indépendant pour éviter tout biais. À ce moment-là, on a une autorité publique ou une banque multilatérale qui va venir rembourser les investisseurs de leur mise initiale, voire les rémunérer si on a surperformé. Et tout ça s'appuie sur un concept assez simple qui est de dire que quand le programme vise, par exemple, à prévenir, j'en ai des comme ça, de la prévention de placement d'enfants dans le système, à la DAS, enfin, dans des systèmes de familles d'accueil, etc. Pour les cas, parfois le cas n'est pas justifié, mais on n'a pas d'autre solution. Et le fait de ne pas avoir d'autres solutions, ça génère un coût additionnel pour la société qui peut être facilement en fait réduit si on prend des mesures de prévention avant que ce placement ait lieu, de façon à pouvoir l'éviter et donc éviter cette génération de coûts. Et c'est sur la base de ces coûts évités que l'État va rembourser les investisseurs. Voilà un petit peu pour le principe et les différents instruments qui existent. Je vais juste peut-être réagir sur au final, dans ce manque d'univers normé, il y avait 2-3 principes rassurants, enfin des principes, je veux dire, fondamentaux, qui restent pérennes sous un regard, je dirais, d'investisseur, de se dire, bon, quel que soit l'objet sur lequel on va investir, la thématique, au final, quand on va mettre en place un plan de financement, ça serait quoi? Peut-être 3 principes qui restent pérennes et transverses de ton point de vue. En fait, c'est l'adéquation avec l'intentionnalité. En fait, moi, je pense que ce qui est très important, c'est d'avoir un alignement des intentionnalités, j'ai envie de dire, parce qu'on parle de l'intentionnalité de l'investisseur, mais moi, je trouve que l'intentionnalité de la structure dans laquelle on investit, elle est aussi importante que celle de l'investisseur. Et donc, s'assurer effectivement que on a une structure qui a vraiment pour intention de générer un impact positif. Et pour ce faire, soit c'est inscrit spécifiquement dans ses statuts, sa mission, son ADN, et elle le pilote en quelque sorte. Donc, aller jusqu'à la mesure d'impact, évidemment, c'est le Graal. Et si c'était facile, on y serait déjà. Donc, ce n'est pas toujours évident, mais le fait de piloter toute son activité avec l'intention de générer cet impact positif, pour moi, il est clé et il est fondamental dans l'analyse des dossiers dans lesquels on envisage d'investir. Donc ça, c'est un premier point. Après, du coup, je parle de la mesure, mais la mesure, elle est aussi diverse qu'on a de structures à accompagner. Donc, c'est comment on se fixe un certain nombre d'objectifs finalement à atteindre. De la même façon, aujourd'hui, que dans tout financement, quasiment, on a des objectifs financiers à atteindre. Il ne faut pas que le ratio dette-fonds propres dépasse tel niveau. Il faut que, il y a des ratios comme ça ou ce qu'on appelle des covenants financiers qui sont mis en place. Le fait qu'il y en ait aussi sur la partie sociale et environnementale, c'est-à-dire vraiment avoir des objectifs qu'on se fixe sur le long terme et qui génère soit des sanctions, soit au contraire des bénéfices, me semble aussi être une bonne pratique à mettre en place. Et enfin, j'ai envie de dire, le côté gouvernance, c'est très important aussi, parce que je pense que comme on est sur des sujets qui sont encore pas bien normés, je pense qu'avoir une gouvernance dans laquelle il y a une certaine flexibilité, une certaine bienveillance, un appui, un accompagnement, je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes pour maintenir le cap sur l'impact et pas justement avoir des tentations ou des risques de dévoiement ou de passer à autre chose finalement, pour bien garder le cap de l'impact, parce que c'est pas facile en fait de garder le double cap. Parce que évidemment, quand on parle de garder le cap sur l'impact, on ne veut pas dire on va enlever l'aspect financier. C'est ça, c'est le fait d'arriver à un équilibre permanent entre les deux dimensions qui est un enjeu compliqué.
et qui pour autant fait toute la complexité, mais aussi qui fait aussi tout l'attrait en fait de ce type de financement. Oui, Maha, peut-être une dernière question rapide, parce que là, on s'approche de la fin du webinaire, mais dans ces schémas hybrides de blended finance, d'impact bonds, avec toutes les possibilités de garantie, de prêt senior, de mezzanine, d'incentive au succès, etc., quelles sont les innovations qui te semblent les plus à même de passer de ce stade d'expérimentation à l'utilisation beaucoup plus large et sur des échelles beaucoup plus grandes de ce type d'instrument? Moi, j'ai envie de dire, il faut déjà convaincre en fait un changement un peu de mentalité pour se dire, on est prêt à payer au résultat, là où aujourd'hui on est plutôt en logique de subvention amont, qui est nécessaire hein, sur plein de sujets. Hein, mais parfois, le fait de dire, effectivement, on paye sur la base d'un résultat avéré et mesuré et audité. Qui effectivement est un changement un peu de mentalité, mais qui ferait grandir en fait ce type d'instrument. Ensuite, d'avoir peut-être un peu plus de visibilité sur les données, parce que comme je vous disais, pour pouvoir faire en sorte qu'un impact bond soit économiquement avantageux pour tous, hein, parce que c'est un win-win-win, il faut qu'on puisse avoir une notion de combien coûte quelque chose qui n'est pas une activité sociale qui n'a pas été effectivement palliée. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, au Royaume-Uni, je sais qu'ils ont fait une espèce de banque de données sur le coût d'un outcome, comme ils disent, en fait, savoir un chômeur d'1 an, combien ça coûte effectivement à la collectivité, un senior qui ne peut pas être maintenu chez lui et qui est obligé d'aller en maison, en EHPAD, combien ça coûte à la collectivité. Enfin, ce genre de données, en fait, finalement, qu'on peut avoir, mais qui sont regroupées nulle part. Et ça faciliterait aussi la démonstration de la thèse. Parce que vraiment l'idée c'est de pouvoir avoir un effet de levier en fait sur et de dire que la prévention non seulement elle est bien meilleure pour les bénéficiaires puisque ça les empêche d'aller dans une situation où c'est beaucoup plus grave pour eux, et en plus ça coûte moins cher à la collectivité. Donc c'est vraiment avoir cette vision un peu win-win-win. Et après, il y a des enjeux réglementaires aussi, je pense, mais ça, c'est toujours un peu compliqué. Sur les enjeux réglementaires, nous, je vois bien comment on se retrouve dans des discussions où on travaille sur des projets, où l'idée, c'est quand même d'être dans des proof of concept avec lesquels ça puisse s'articuler sur finalement des logiques réglementaires qui pourront faciliter la généralisation de dispositifs similaires. Enfin, c'est vrai que ça fait partie Tout à fait. Jeu d'échecs à 2-3 bandes, je ne sais pas, enfin, c'est pas des bandes aux échecs, mais à 2-3 coups. Étienne, je trouvais ça intéressant à l'écoute aussi un peu de l'intervention de Maha, d'avoir votre retour par rapport à votre intervention et vos activités quotidiennes sur la factorisation des questions climat autour de peut-être 2-3 principes sains et pérennes que vous trouvez utiles à porter dans cet environnement de convergence, plus ou moins d'ailleurs de convergence réglementaire, mais au final, qui sont des principes qui vous semblent sains par rapport au métier, par rapport, je dirais, aux intérêts de la profession, par rapport aux enjeux qui doivent être climatiques, qui doivent être factorisés et qui vous semblent des bons fils directeurs pour les prochaines années et des discussions à venir. Ouais. Je pense qu'il y a un premier principe qui est essentiel, c'est que la banque que nous faisons, c'est la banque pour nos clients. C'est-à-dire que la banque, ce n'est pas quelque chose d'hors sol, c'est quelque chose qui est dans un dialogue permanent avec son client. Et donc, le premier principe, c'est que la pédagogie autour de ces questions et l'aide que peut apporter les banques pour que les clients s'emparent de ce sujet
et le financement qui permettent de mener à bien des projets qui sont des projets qui permettent de réduire leur impact climatique, mais aussi d'améliorer leur impact social, comme ce que Mara présentait. C'est important. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Si je peux le dire d'une autre manière, c'est que les banques ne peuvent pas être vertes dans un monde qui n'est pas vert. Donc, il faut que ce dialogue avec les clients soit au centre. La deuxième idée directrice, moi, que je peux retenir, et qui est un principe quoi qu'il arrive, c'est que l'Europe, et en Europe, la France, a un leadership aujourd'hui dans la finance verte. Et c'est un atout très important qu'il faut soigner, conserver, travailler, parce que c'est ça qui nous permettra de conserver une avance par rapport à d'autres régions du monde. Et je crois que c'est important qu'on fasse des choses, que ce ne soit pas juste un slogan, mais qu'on décline ce leadership au quotidien dans les actions des banques. Et ça, je crois que c'est important d'avoir ce niveau à la fois un peu stratégique qui est, oui, les banques européennes et les banques françaises se sont positionnées pour être des leaders de la finance durable. Il y a, dans les 10 premières banques dans la finance durable, il y a 4 banques françaises. Je crois que c'est rare d'avoir autant de choses à ce niveau-là. Il faut que ça se fasse. Je citais un chiffre, il y a 2 milliards de financement pour le charbon. L'année dernière, il y en a eu 41 milliards dans les énergies renouvelables. Voilà, il faut que cet écart s'accroisse. Et puis, peut-être le troisième point que j'ai en tête, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un instrument d'affrontement géopolitique et de compétitivité. C'est-à-dire que ces questions, il ne faut pas être naïf. Vous soulignez le fait qu'il y avait la TCFD. Aujourd'hui, la fondation IFRS, celle qui fait les normes comptables, est en train de s'emparer aussi du reporting extra-financier. Et ça, on a vu en matière comptable quel avait été l'impact des normes anglo-saxonnes sur la vie au quotidien des entreprises européennes. Eh bien, il est important que l'Europe, dans le cadre de la nouvelle commission qui a compris ces aspects de souveraineté, fasse aussi entendre sa voix. Et par exemple, ce qui se passe à l'EFRAG est très important. Donc, pour moi, c'est un peu les trois choses que je pourrais dire comme éléments, quoi qu'il arrive, qu'il faut avoir en tête. C'est un, ce dialogue avec les clients, deux, le leadership en finance verte qui doit être nourri au quotidien, et trois, une grande lucidité du fait que c'est aussi un élément de concurrence mondiale. Je voulais peut-être, ces éléments sont très très clairs. Peut-être juste avoir un mot de clôture également de la part de Baha. Et en parallèle, juste rappeler à nos participants qu'un questionnaire est administré. J'ai juste 3 petites questions, certains d'entre vous ont répondu. Et en fait, un mot de clôture que j'avais pour Maha, c'était en fait peut-être en écho de voir dans quelle mesure il y aurait une sorte de leadership ou pas qui pourrait être porté par des acteurs français, européens. Et puis si on se projette surtout en dynamique, dans quelle mesure ces réalités-là peuvent perdurer dans un environnement où je pense à l'espace nord-américain, c'est un espace qui a des capitaux et qui est très foisonnant. Donc, est-ce que ça peut, voilà, est-ce que le leadership est franco-européen, français-européen, ou n'est pas amené à le rester longtemps? Alors, on a perdu Maha. Je pense qu'on n'a pas. Oui, j'arrivais pas. Vous m'entendez? Non, pardon. En fait, j'arrivais pas à réactiver mon micro.
Bon. J'étais en sourdine. Oui, du coup, c'est vrai que c'est un sujet qui est effectivement qui a été très pris en charge par nos amis anglo-saxons, puisqu'ils ont effectivement le leadership là-dessus. Mais je pense qu'il y a, par contre, pour répondre à la question, je pense qu'il y a un vrai espace pour l'Europe, aussi parce que on a une vision qui est un petit peu différente de tous ces éléments d'impact, parce qu'il y a un esprit aussi peut-être qui est un tout petit peu plus aussi perfectionniste en termes de mesures et de scientifisation en fait de cette mesure. Et tout simplement parce qu'il y a une vraie volonté des autorités, que ce soit l'Europe, la BEI, le Fonds européen d'investissement, la France, de vraiment faire progresser en fait et faire progresser en fait l'Europe sur ces questions-là, parce qu'il y a une tradition quand même d'État-providence et de social et de tissu social d'acteurs sociaux qui est quand même très 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 importante. Et qui fait qu'à la fois, qui explique un petit peu le retard de l'Europe, parce que finalement, comme ce tissu est très foisonnant par rapport à des pays où il n'y a rien du tout et où si le capitaux privé ne s'empare pas du sujet, personne ne le fait, versus un endroit où il y a beaucoup d'initiatives, mais qui finalement, du coup, ont mis plus de temps à s'organiser, puisqu'on en voyait moins l'intérêt, en fait, au début. On se disait, non, d'un point de vue social, tout est bien de ce côté-là. Mais il y a quand même une prise de conscience que l'État peut plus intervenir tout seul, et que le fait d'amener les acteurs privés qui ont en plus envie de le faire autour de la table pour justement concevoir des dispositifs mixtes où tout le monde travaille ensemble dans le même but de l'intérêt général. Je pense que c'est quelque chose qui a bien pris et qui est en train de bien prendre, et je pense qu'on peut effectivement vraiment arriver à avoir une exception, une impact investing à la mode européenne, qui fait contrepoids et qui vient compléter aussi la façon dont c'est fait dans le monde anglo-saxon. Ouais, c'est vrai qu'en retour d'expérience, pour connaître et beaucoup travailler avec les États-Unis, il y a des excellentes initiatives, mais c'est vrai que la rigueur, on va la trouver aujourd'hui principalement, en tout cas de notre point de vue, au final en France, en Allemagne, en Suisse. C'est plutôt par là qu'il y a, sur les questions climatiques et sociales, vraiment des choses rigoureuses. Peut-être je vais juste clore le temps du webinaire et laisser à Raphaël Hara également peut-être un mot de clôture sur quelque chose. Très brièvement, puisqu'on a bien dépassé notre temps imparti, je pense qu'effectivement, ce qu'on a discuté avec Maha est un élément essentiel, et le fait d'organiser ces schémas qui permettent de rémunérer le risque pris par les investisseurs privés doit permettre à terme d'orienter une bonne partie, en tout cas une partie significative des ressources financières sur des sujets d'intérêt général. C'est quand même assez prometteur en limitant les capacités l'opération des capacités d'investissement des acteurs publics. Donc dans des schémas de garantie, d'incentive, de remboursement, de prêts avec des premières pertes, etc. C'est vraiment très utile. Et pour revenir sur la question de l'investissement ESG, peut-être deux éléments. Un, c'est vraiment de se concentrer sur la question de la double matérialité, avec une logique d'expertise sectorielle très importante, et notamment dans la consultation des parties prenantes, dans l'identification des éléments les plus significatifs dans les activités, et puis la prise en compte de la notion de trajectoire et d'horizon temporel et des prospectives, du coup, pour cette appréciation du risque extra-financier, comme de l'appréciation des leviers de création de valeur liés à l'impact positif. Voilà. Je souhaite remercier chaleureusement nos intervenants, Maha Keraman, Étienne Barrel, Raphaël Hara, avec juste en clôture de ce temps de webinaire la possibilité de bien noter dans vos agendas
des prochains événements dans cette série à venir. Donc, effectivement, une focale qui sera donnée sur la question de stress test climatique en mai, le 25 mai, et puis un webinaire aussi qui se tiendra sur la notion d'impact dans l'univers coté en septembre, sachant que ces webinaires sont les webinaires que nous avons qui se sont organisés en français et qu'on a d'autres webinaires qui sont organisés aussi en anglais et dont vous avez le détail sur le site de XAPA dans la section en fait associée à nos prochains webinaires et notamment un webinaire associé aux questions de traçabilité et de gestion de risque, notamment avec le rôle des investisseurs dans ces questions-là, sur les supply chains. Et on partagera des exemples très concrets de programmes qui se déploient sur des matières premières agricoles en Asie du Sud-Est, en Afrique. Ça, c'est le 23 mars. Vous pouvez rester en contact avec XAPA en suivant nos activités sur la page LinkedIn de XAPA, sur notre compte Twitter et puis un ensemble de publications que j'ai pu évoquer, qu'on retrouve sur notre section de publication de xapa.org, sont aussi accessibles par l'interface Medium. Il est temps de clôturer ce webinaire en remerciant infiniment vos différentes contributions et en notant que ce webinaire sera donc accessible pour le partage auprès de vos collègues, le cas échéant, sur le site de XAPA dans la section webinaire et événements dans les prochains jours. Merci beaucoup. Merci Farid. Bonne journée à tous. Excellente journée à tout le monde. Au revoir.